rapport global sur l'égalité des sexes dans le monde, le Forum économique mondial plaçait l'Algérie dans la catégorie rouge en lui octroyant le 120e rang sur les 144 pays évalués. Un tel classement le dit de lui-même, en Algérie, nous sommes bien loin d'avoir fini d'entendre parler des luttes pour le droit des femmes. C'est à cet effet que la radio des Sans-Voix a décidé pour cette semaine de donner la voix à une catégorie sociale trop souvent victime, trop souvent opprimée et trop souvent oubliée, les femmes. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Pour tenir cette discussion, nous avons avec nous Madame Fatma Ousidir. Madame Ousidir, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université d'Alger 2, ainsi que chercheuse au Centre de recherche en économie appliquée au développement. Vous êtes également militante féministe depuis 1976 et membre du réseau Wassila pour l'aide aux femmes et aux enfants victimes de violences. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer, nous définir déjà ce qu'est le féminisme ? Le féminisme, il y a une vision parfois caricaturale, parfois valorisante du féminisme, mais ce qu'il importe de rappeler, c'est l'aspiration à l'égalité. Tous les êtres humains sur Terre n'acceptent pas d'être humiliés, n'acceptent pas d'être violentés, donc dans toutes les sociétés, et ça n'a pas de particularité, c'est pas occidental, c'est pas oriental, c'est humain, c'est l'aspiration à l'égalité. Et pour moi, le féminisme, c'est ce moment où les femmes se sont levées pour refuser qu'on continue de les violenter physiquement, matériellement ou symboliquement. Merci pour cette explication. Et est-ce que vous pourriez nous dire c'est quand et comment que le mouvement féministe a émergé en Algérie ? Alors, c'est toujours très intéressant parce qu'on fait toujours comme si les féministes algériennes avaient tout appris de l'Occident. Or, quand on regarde l'histoire des femmes au Maghreb, mais aussi l'histoire des femmes en Algérie plus particulièrement, on se rend compte que depuis longtemps, des femmes sont rentrées dans des combats pour l'égalité. Elles sont rentrées dans des combats pour l'égalité, mais aussi, comme elles sont des Algériennes aussi, elles ont confondu, elles ont mis ensemble le combat pour l'égalité avec le combat pour le pays. C'est comme ça que il y a eu des femmes, bien sûr, dans l'histoire de l'Algérie qui se sont battues aux côtés des Algériens contre la pénétration française, contre toute forme de pénétration. Parce que, à travers toute l'histoire, les Algériennes et les Algériens ont connu des héros, des héroïnes qui se sont opposés à l'occupation de leur pays. Alors, on a toutes dans notre tête des espèces de figures historiques magnifiques comme la Kahena, la Farman Soumer, toutes ces figures. Mais quand les femmes se sont-elles organisées ? Il faut savoir que d'abord l'organisation sous forme d'association, sous forme de parti politique, c'est quelque chose qui partout est né au 19e siècle ou au 20e siècle parce que c'est avec l'État national et sa volonté de permettre à une société civile d'émerger que ces associations ont vu le jour. Et en Algérie, on peut dater la première association de femmes de 1947. C'était l'association des femmes musulmanes algériennes, dirigée par la défunte et extraordinaire femme que fut Mamia Chentouf, mais avec d'autres femmes tout aussi impressionnantes que furent Nafissa Hamoud, Ben Chouchali. Grand nombre de femmes algériennes, elles ont fondé en 1947, et dans le cadre du PPA, la première association de femmes algériennes qui s'est attelée, considérant les conditions dans lesquelles vivait le peuple algérien à cette période, d'abord d'unir leurs forces à celles des hommes pour libérer le pays. Mais dans leur tête, ce combat, c'était aussi celui de l'égalité pour elles. Moi, en tant que sociologue, j'avais fait un grand entretien avec Mamia Chentouf avant qu'elle meure, et elle m'a raconté un peu tout son combat depuis les années 47. Ensuite, 1962, l'Algérie est indépendante. Au bout d'un certain nombre de temps, sous la pression des hommes qui avaient fait la guerre avec elle, ils lui ont demandé de diriger l'UNFA, l'Union des femmes algériennes. Et c'est là qu'il y a eu la première manifestation de femmes importante
organisée par l'UNFA de Mamia Chentouf contre le premier code de la famille, le code de statut personnel. Elles ont donc refusé ce code. Et quand on peut retrouver sur Internet les interviews de Madame Mamia Chentouf, elle raconte sa vie, elle raconte ce qu'elle a fait, et elle dit « Mais le plus grand échec de ma vie, c'est quand le code de statut personnel est passé. » Parce qu'à ce moment-là, son rêve d'égalité était brisé. Donc nous, les premières féministes algériennes. Vous disiez tout à l'heure, je suis devenue féministe en 1976. Les premières féministes algériennes. On avait vécu notre enfance avec ces femmes-là, avec les anciennes moudjahidettes, avec toutes ces figures de femmes. Notre féminisme, il vient de cela. Il s'est nourri de cela, de ces femmes qui ont pris les armes à la main, comme Beya, qu'on appelle Beya el-Kahla, mais qui s'appelle Touhami. Un certain nombre de militantes de la guerre qui meurent tous les jours anonymement dans ce pays, alors qu'elles se sont battues, qu'elles ont... Imaginez-vous, vous êtes une jeune femme. Vous imaginez ces jeunes femmes à 18 ans, 19 ans, quitter leur famille pour aller vivre dans les maquis avec des hommes ou pour se retrouver en prison parce qu'elles ont posé des bombes. Il fallait vraiment avoir un amour de la patrie extrêmement élevé. Et puis surtout, penser que cette patrie, elle vous aimerait aussi. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle aussi, elle fera tout pour que vous puissiez vous épanouir. Elle aussi, elle fera tout pour que vous puissiez être l'égal des hommes. Voilà, je pense que les féministes algériennes, elles viennent de cette histoire, qui est une longue histoire de résistance, et qui est une histoire aussi patriotique, parce que nous aimons notre pays, et c'est parce que nous l'aimons que nous souhaitons avoir des droits et être reconnus comme citoyennes pleines et entières en Algérie. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans les revendications des militantes féministes algériennes à travers les décennies ? On a commencé dans les années 76 par travailler un peu. Première mobilisation qui a eu importante, qui a été couronnée de succès, c'est quand il y a eu une note qui a dit que les femmes ne pourraient plus voyager seules. Alors on avait organisé, il fallait l'autorisation du mari donc là on a été suffoqués. On a fait une marche, on est allé au ministère de l'Intérieur, on a été reçus par M. Ben Hamouda, je pense, qui était ministre de l'Intérieur à ce moment-là. Et on lui a expliqué que c'était une atteinte au principe d'égalité de la Constitution et qu'on n'acceptait pas cette mesure parce qu'elle faisait de nous des délinquantes, tout simplement parce qu'on était des femmes. Donc il faut dire qu'il en a convenu et que les autorités algériennes ont retiré cette mesure. Ce qui a fait du bien au mouvement des femmes, parce que ça a permis de comprendre qu'on pouvait se mobiliser. Ce mouvement était né au début à l'université, avec des professeurs, des assistantes. Nous étions de jeunes assistantes à ce moment-là, puis des étudiantes qui avaient fait des cercles de femmes. C'était l'époque du parti unique, donc on se réunissait clandestinement. On n'était pas autorisé à se réunir, on n'avait pas le droit de se réunir. Donc on a commencé à se réunir dans le cadre des sections femmes de l'UGTA ou dans des cercles de réflexion. Notre première sortie publique, ça a été cette sortie-là. Mais aussi, comme on avait réussi, ça nous a donné de la force. Et on a eu beaucoup d'autres femmes qui sont venues à nos réunions, qui étaient toutes ces filles, finalement, qui ont bénéficié de l'indépendance de l'Algérie par la scolarité. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé avec plein de femmes cadres, des femmes des sociétés nationales et tout, qui sont venues. Et notre deuxième grande mobilisation, ça a été contre la promulgation du Code de la famille. On a gagné la première fois, mais on a perdu la deuxième fois. Et quand on a perdu, il faut le dire, il faut le retenir pour l'histoire, l'UNFA n'était pas avec nous. Au contraire. L'UNFA a été, à ce moment-là, vraiment une organisation de femmes, comme on les appelle, des organisations croupions, au service des courants, au service d'un pouvoir que j'appellerais pas État, qui a eu pour vocation de réprimer comme ça cette montée en puissance des femmes qui avaient bénéficié de la scolarité, qui s'en étaient emparées, qui travaillaient bien à l'école, qui faisaient tout pour changer leur quotidien. Alors, comme à ce moment-là, la paix sociale pouvait être en danger,
on a finalement conclu un pacte avec des courants réactionnaires en leur donnant les femmes en pâture. Et c'est comme ça que le deuxième code de la famille est passé et qu'il a été... À partir de là, nous, et c'est une des caractéristiques du mouvement des femmes algériennes, nous nous sommes beaucoup focalisés sur la question du droit. Parce que nous avons pensé que les textes de loi, ils permettaient toujours de voir quelles étaient les alliances au pouvoir, c'est-à-dire quelles étaient les forces qui possédaient le pouvoir, et sur le dos de qui se faisaient ces alliances. Et un texte comme le Code de la famille, il est exemplaire de ce point de vue. Il montre très bien comment les femmes sont livrées en pâture. Pourquoi je dis livrées en pâture ? Parce que on nous dit tout le temps que ce texte, il a comme légitimité une légitimité religieuse. Moi, je suis sociologue et sociologue de la famille. Donc, je fais beaucoup d'enquêtes sur les familles algériennes et leur réalité. Je pense qu'il y a dans ce code une vision théorique et abstraite de la famille algérienne qui ne correspond pas du tout à la réalité. Et pour s'en convaincre, il suffit de faire un tour dans la rue à Alger à minuit pour voir des femmes seules avec des enfants abandonnés. Il suffit d'aller dans les tribunaux pour voir comment sont traitées les femmes, comment il n'y a pas de tuteur, comment le wali est absent, comment cette figure, parce que le code de la famille, il est tout entier organisé autour de cette figure du tuteur protecteur. Or, ce tuteur protecteur, il n'existe plus, ma fille. C'est lève-toi et bats-toi pour construire ta vie. Parce que tu vas travailler, tu risques d'être harcelé sexuellement. Tu vas dans la rue, tu te fais harceler. Tu te maries, tu peux te faire battre. Et où il est nous, on a vu à l'association, puisque vous avez dit aussi que j'étais militante associative, on accompagne des femmes qui sont victimes de violences multiples, qui sont victimes de violences physiques, mais aussi qui sont livrées à la prostitution par leur mari pour ramener de l'argent pour qu'ils aillent se droguer. Et quand on les accompagne au commissariat, les parents arrivent, qu'est-ce qu'ils lui disent ? Bahdeltina. Dit-il le commissariat. Tu nous as humiliés, tu nous as amenés au commissariat. Tu nous as amenés au commissariat. Alors qu'ils sont là pour protéger, pour soutenir leurs enfants. Il y a des familles qui ont les moyens de fonctionner comme ça. Ce sont les familles qui ont des biens, qui ont un travail, qui ont une certaine stabilité économique, morale. Elles peuvent, et encore... la figure du wali, elle s'efface de plus en plus, vous savez. D'ailleurs, on le voit. La figure du wali, dans la psychanalyse, le père, c'est la loi. Or, on voit bien que la loi, elle saute tous les jours en Algérie. Les professeurs d'université se font cracher dessus et tuer parfois. Dans la rue, un vieux se fait bousculer par un jeune. Il y a des mères qui reçoivent des coups de leurs enfants. La question de la loi est une question qui est centrale dans notre pays, parce qu'elle dit tout sur le fonctionnement de notre société. Et l'affaiblissement du père, du tuteur, de la figure de protection, elle est totale. Elle est totale, elle va jusqu'au meurtre. Elle va jusqu'au meurtre. Donc on voit bien que le mouvement féministe, quand il se focalise sur le droit, il se focalise en réalité sur le fonctionnement de la société. Mais en même temps, nous sommes obligés de nous battre sur d'autres terrains. Donc nous nous battons sur le terrain du droit, mais nous nous battons aussi sur le terrain de la santé, parce qu'il y a des choses qui n'apparaissent pas dans la santé, comme la victimologie par exemple, le fait de reconnaître et de former les médecins à reconnaître des victimes et à les accompagner. Nous nous battons sur l'hébergement des femmes qui sont dans la rue, nous nous battons sur l'emploi des femmes. L'emploi des femmes baisse en Algérie. Il baisse drastiquement, il baisse énormément, et en même temps, on les voit qui pleurent parce que la fécondité remonte. Mais c'est normal, l'emploi baissant. Donc, comme c'est l'emploi formel qui baisse, les femmes sont livrées à l'informel, à l'emploi informel, parce qu'il faut qu'elles nourrissent quand même leurs enfants et qu'elles qu'elles aident leur mari à subvenir à leurs besoins. Donc, voilà, ce sont toutes ces raisons. La question du logement, par exemple. Vous savez, quand on regarde le fonctionnement économique d'une famille algérienne, la femme, elle dépense pour les dépenses du quotidien. Et l'argent de l'homme, il va dans le patrimoine.
Le patrimoine, c'est la maison, c'est la voiture. Et le jour du divorce, elle est dehors. Donc il y a tout un ensemble. Il y a une mesure qui vient d'être prise quand même à l'ADL où ils ont décidé que les logements seraient attribués à monsieur et madame. Mais dans un pays comme l'Algérie, quand vous divorcez sans rien. C'est toutes ces questions-là qui mobilisent le mouvement des femmes algériennes. Estimez-vous qu'il y a eu un élément déclencheur dans le processus de prise de conscience sociale des femmes en Algérie? Est-ce que c'était le premier code de la famille, comme vous l'avez dit? Je crois que c'est pas la conscience qui me manque aux Algériennes. Elles ont montré à travers l'histoire qu'elles avaient une très grande conscience. Le problème, c'est de pouvoir se battre. Et je vais vous dire, ma fille, il y a un grand philosophe qui s'appelle Hegel qui dit « Le premier devoir du souverain, c'est la justice ». Et le problème, c'est quand vous ne trouvez pas un État juste en face de vous. Parce qu'on vous donne des lois. La loi sur le harcèlement sexuel existe. Mais nous accompagnons des femmes dans les tribunaux. Et on n'arrive pas à avoir de gain de cause. La loi sur les violences contre les femmes, elle existe. Mais si la femme donne son pardon avant le procès, l'action est abandonnée. Dans un pays qui se respecte, l'État doit continuer l'action. Parce que c'est lui qui doit protéger les plus faibles. C'est pas les plus faibles qui vont se protéger. Une femme qui est à la rue avec des enfants sans emploi, elle cherche une solution, elle trouve pas, elle pardonne pour savoir où mettre sa tête. Exactement, c'est très probable pour une victime d'abandonner sa plainte. Bien sûr, d'abandonner sa plainte. Donc nous, ce qu'on dit, que les féministes algériennes disent et ne cessent de répéter, c'est qu'une loi, c'est le texte et son application. Or, ce qu'on voit, c'est que l'État algérien, il signe des textes à usage international. C'est-à-dire pour que les organisations internationales disent en Algérie, on a signé une loi contre les violences. En Algérie, on a signé une loi contre le harcèlement sexuel. Mais dans la réalité, comment est-ce qu'on arrive à matérialiser cette loi? On n'y arrive pas. On n'arrive pas à obtenir les droits. Et on se retrouve maintenant dans une situation, est-ce qu'on peut même dire aux femmes de porter plainte? Est-ce qu'on peut même dire? Quand on voit comment sont rendus les jugements. Le mouvement féministe algérien a-t-il connu un frein avec la montée de l'islamisme durant les années 90? J'imagine que oui. En même temps, s'il n'y avait pas le mouvement, s'il n'y avait pas les femmes, en mouvement, je crois qu'il n'y aurait pas eu toute la résistance de la société algérienne. Je pense qu'une des faiblesses fondamentales du mouvement islamiste, et je crois qu'il le sait, c'est la question des femmes. C'est la façon dont il pose la question des femmes. Et c'est parce qu'il n'a pas su conquérir les femmes, qu'il n'a pas réussi vraiment à prendre le pouvoir. Et quand on voit que maintenant il investit tellement lui-même dans la mobilisation de femmes dans les courants islamistes, on se rend bien compte qu'il a trouvé les femmes sur son chemin. Et donc je pense pas que la mobilisation des femmes algériennes est faiblie. Je pense qu'au contraire, moi je vois par exemple, je dois vous dire, je suis très heureuse, parce que depuis quelque temps on voit plein de jeunes féministes, on voit plein de jeunes femmes de l'intérieur du pays, de partout, qui ont rejoint cette problématique du féminisme algérien. Pas parce qu'elles en ont entendu parler à l'étranger, elles viennent de l'intérieur du pays, elles sont mobilisées sur ces questions de femmes. Je crois qu'on a atteint un point de non-retour. Ce point de non-retour, on l'a atteint grâce à l'école, grâce à la scolarisation. C'est la seule promesse de la guerre de libération que l'État algérien a respectée vis-à-vis des femmes. La scolarisation massive. Et je pense que les islamistes ne se trompent pas quand ils essayent d'attaquer l'école constamment, parce qu'ils savent que c'est d'ici qu'est venue la différence. Et c'est ici que tout se joue. Mais nous ne lâcherons pas. Un message plein d'espoir. Je vous remercie pour ce beau message. Je vous propose à présent d'aborder la situation de la femme aujourd'hui au pays. On l'a un peu abordé à travers les questions. Selon vous, actuellement en Algérie, où se situons-nous par rapport à l'idéal d'égalité homme-femme? Est-ce qu'on est trop loin? On est loin, ça c'est vrai. On est loin. On ne parvient pas à concrétiser les textes de loi. On est loin sur l'héritage, par exemple. Et puis, alors moi je veux bien qu'on me dise un état de droit, un état de droit. Il se trouve que moi-même je suis originaire d'une région où les filles n'héritent pas. Et dans beaucoup de cas, elles n'héritent pas encore.
C'est-à-dire que la loi n'est pas appliquée. On laisse encore des rites, des normes qui n'ont rien à voir avec celles de la République qui se réalisent. Quand on nous dit aussi que le mari a besoin de l'autorisation de la première épouse pour se remarier, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse la première épouse si elle n'a pas de logement, si elle n'a pas d'emploi? Je pense qu'il y a deux handicaps fondamentaux. La scolarisation qui nous laisse tranquilles. On s'est battu, on l'a arraché. Mais l'emploi, nous on est des qualifiés. Or l'emploi qualifié, c'est celui qui connaît le plus de chômage. Donc on perd de l'emploi, on n'a pas de logement. Comment voulez-vous qu'on se batte pour l'autonomie? On est là à la merci de ceux qui disposent du logement et de ceux qui peuvent nous fournir un travail dans l'informel. Donc on est livré à l'informel et on est livré à ceux qui possèdent un logement. Donc je pense que la question de l'égalité, elle se joue là. Si demain les Algériennes ont un logement et un travail, je pense que la face de la société changera. Si finalement elles ont les conditions matérielles nécessaires pour se mobiliser. Et quelles sont les principales manifestations justement de l'oppression sociale de la femme au pays? D'abord les coups. D'abord les coups, c'est une société violente. C'est une société où la violence contre les femmes est terrible. Mais pas seulement contre les femmes, contre les enfants, contre soi. Mais ça, je pense que ça ne tient pas seulement à la situation de la femme, ça tient à la situation politique du pays. L'ensemble de la situation politique du pays conduit à une violence à l'intérieur de la société qui est inquiétante, qui fait plus que nous inquiéter. Moi, je suis à l'université, je suis inquiète. Je suis inquiète pour mon pays, mais je suis inquiète pour mes étudiants, je suis inquiète pour mes enfants, je suis inquiète pour mes petits-enfants, je suis inquiète pour l'ensemble de la société. Donc je crois que la première manifestation effrayante, c'est la violence. Mais cette violence, elle arrive quand la parole n'a pas de place. La violence arrive parce qu'il y a aussi dans ce pays un déni de citoyenneté. Il y a des citoyennetés formelles. Tous ces partis qui s'amusent entre eux à se distribuer des places, cette presse, il y a un jeu de scène, de société démocratique, mais il y a une telle violence à côté qu'elle empêche l'avènement d'une société démocratique réelle. Donc, elle empêche l'avènement de la parole. Et en l'absence de parole, les Algériens se livrent à des échanges violents parce qu'ils ne parviennent pas. Quand on regarde, par exemple, au niveau local, je fais des enquêtes sur le territoire national et je regarde la ville de Annaba, par exemple. Elle me fait pleurer. Elle est dans un état d'abandon et de détresse terrible. Après, on s'interroge, pourquoi le port de Haraga est à Annaba? Pourquoi la ville de Annaba est livrée à la mafia? Mais c'est la mort d'El Hajjar, c'est la mort de l'emploi, c'est la façon dont on a désarmé l'économie algérienne, dont on a désarmé les Algériens qui livrent le pays à la violence. Et je l'espère que nous n'irons pas plus loin, parce que nous pouvons être livrés aussi à des violences externes. Pour terminer, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a poussé à personnellement vous impliquer dans le militantisme féministe? Je cite toujours une phrase d'une de mes grandes amies, qui était une femme extraordinaire, beaucoup de dignité, une grande Algérienne, je crois, je suis sûre, à qui l'Algérie n'a pas rendu le respect qu'elle méritait, c'est Assia Djebar. On a posé cette question à Assia Djebar un jour, on lui a dit « Mais pourquoi vous êtes féministe ?» Elle a dit « Parce qu'en Algérie, une pierre serait féministe. » Je suis algérienne parce que je suis née en Algérie, dans une famille algérienne. Je m'appelle Fatma. C'est-à-dire que j'ai vécu une vie de femme algérienne. Et autour de moi, j'ai eu mes amis, j'ai eu mes parentes, j'ai eu toutes ces femmes. Je n'avais pas d'autre choix que d'être féministe. Et justement, vous avez parlé de l'influence de votre parcours à l'université, dans vos débuts à l'université. Comment ça vous a influencé pour devenir féministe? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les étudiantes à l'université, elles ont accès au même cadre
pour devenir féministe à l'université? Je vais vous dire quelque chose. Nous avons été une génération heureuse. Parce que même si nous manquions de tout, qu'à Souq al-Fellah, il n'y avait rien, que pour aller au marché, il fallait acheter 4 kilos d'oignons pour avoir une livre de patates, on ne voulait pas aller à l'étranger. Même pas en vacances. Même pas en vacances. On avait un pays, on croyait en ce pays, on était politisés, on avait vécu enfant la lutte de libération, on avait admiré les aînés qui avaient arraché l'indépendance. Je suis arrivée à la fac, il y avait l'UNEA, je suis rentrée dans il y avait des débats politiques, il y avait des activités politiques, il y avait le volontariat, on croyait en Algérie, on pensait qu'on était mobilisés pour construire notre pays. Et on s'est mobilisé, on avait une formation politique très élevée, très élevée. Comparativement aux jeunes filles de maintenant. On a tout fait pour encore, je dirais le mot, désarmer les Algériens en les empêchant d'avoir une activité politique, d'avoir des débats politiques à l'intérieur. Moi-même, en tant que prof, j'ai des difficultés à organiser des débats scientifiques. J'ai des difficultés à faire venir des professeurs de l'étranger. Je n'ai pas de financement suffisant pour faire une vie intellectuelle à l'université. Comment voulez-vous que j'œuvre à politiser mes étudiants ou à transmettre? Résultat, ils attendent. Résultat, il y a moins de conscience politique et sociale chez les jeunes aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il leur reste? La violence pour manifester leur mal-être. C'est là que la violence intervient. C'est quand la parole est interdite. Merci pour ce beau résumé. Nous arrivons à la fin de notre émission. Professeur Ossedir, nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation et nous avoir fait partager vos connaissances pour mieux situer et comprendre les revendications des militantes féministes en Algérie. Chers auditeurs et chères auditrices, quant à vous, je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec une nouvelle personnalité. Au revoir.